Bonjour à tous, Musicosophie reprend. Il y a à l'instant, Dominique nous exécutait les barricades mystérieuses de Couperin. Va-t-il le refaire pour nous? Suspense. Ça Euh, ferait un beau ah, jingle. ma foi, mais oui, mais si je le fais sachant qu'il y a un public, je vais faire des fautes. Il y a un bruit bizarre, mais j'ai un piano qui est cassé dans les notes du grave. Voilà. Bref, Oui. je ne vais pas vous Ah, embêter. on te voit bien, on t'entend un peu mieux que d'habitude. Voilà. Je peux vous faire la version au clavecin, voilà. Ce sera plus original. Voilà, la grande musique française du XVIIIe siècle. Et bel ornement, bravo. Ouais. Tu me disais que c'était un rock and roll. Oui, 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 je trouve qu'il y a un contretemps qui fait un peu rock, là. Tchac, tchac, Tang, 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 ouais. tang. Un afterbeat. Voilà, exactement. On a l'air d'improviser, mais je crois que tu avais quand même prévu de parler de quelque chose de bien précis qui est l'interprétation. Oui, oui, donc le contraire de l'improvisation. Eh oui. Là, tout le problème est posé, justement. Entre improvisation et interprétation, on a la polarité qui va nous occuper. Mhm. Parce que, prenons d'abord interprétation au sens courant, c'est-à-dire, il n'y a qu'entre connaisseurs qu'on parle vraiment d'interprétation. En gros, quand je dis connaisseur, je mets 12 guillemets tant qu'on voudra, hein, je veux dire. Mais enfin, quand même, je veux dire, c'est un mot intéressant, connaisseur. C'est pas objectif comme une équipe nobélisable ou nobélisée d'ailleurs. Mhm. Mais enfin, quand même, je veux dire, c'est vrai que quand on parle des meilleures interprétations au piano de Mozart, on ne met pas Clara Askill et le premier venu, je ne donne pas de nom, sur le même plan. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il y a des domaines d'excellence. Mais, euh, mais que dire d'un pianiste comme Oscar Peterson en jazz ou Bud Powell que veut dire interpréter ici en jazz, par exemple? Alors que le jazz est basé sur l'improvisation, par exemple. C'est-à-dire que le musicien qu'on écoute, je parle du pianiste de jazz, est en même temps le compositeur, puisque la musique qu'on entend, il la crée à chaque instant. Oui, tout à Voilà. fait. C'était strictement inouï avant que nous l'entendions, puisque c'était une improvisation sur le même thème. Je sais pas, je vais prendre un standard comme Over the Rainbow, hein, qu'on joue toujours à Noël, Magicien d'Oz. Pardon, au clavecin, ça fait bizarre. Je vais quand même le mettre, voilà. Euh, voilà, moi j'ai fait le thème d'une manière un peu canonique comme ça, hein, sans improviser pour qu'on le reconnaisse. Hein. Mais si je fais bon, là, je fais des trucs que personne n'a entendu juste avant, quoi. Je veux dire. Donc, la notion d'interprétation ne veut plus rien dire. Ça, c'est une exécution, une version, on va dire. C'est la version du X mars 2021 de Over the Rainbow, voilà. Donc, on pose bien le problème là entre l'interprète. L'interprète suppose qu'il y a un compositeur à l'extérieur de lui. Mhm. Alors, on va être sérieux. Interprète veut dire celui qui intervient au milieu entre, Inter, oui, c'est ça. Oui. c'est-à-dire entre le compositeur et le consommateur de musique. Mhm. Nous sommes le mélomane. Oui. Autrement dit, ça suppose qu'il y a un texte au départ et que celui qu'on appelle l'interprète ne se contente pas de l'exécuter. Voilà encore une autre nuance, exécution, Oui. interprétation, parce qu'un élève, un bon élève du conservatoire qui maîtrise suffisamment la technique peut Exécuter. exécuter la partition de la sonate de Liszt, je prends une œuvre très difficile, hein, de la sonate en si mineur de Liszt, l'unique grande sonate pour piano de Liszt qui est un cheval de bataille de tous les grands virtuoses.
mais il peut la massacrer du point de vue de l'esprit, de la manière dont il la ressent, de son feeling. On peut prendre les mots qu'on voudra et ne pas prendre le bon tempo, etc. Vous voyez, parce que tout n'est pas écrit, justement. Donc, déjà, entre exécution et interprétation, l'interprétation suppose une restitution, une identification à la subjectivité du compositeur et à celle de l'auditeur. C'est assez complexe. Et on s'aperçoit tout de suite, c'est pour ça que tu as très bien fait de me dire on croit qu'on improvise, de commencer par là, parce que tu posais le problème de l'improvisation, qui est presque un antonyme ici à l'interprétation. C'est qu'il n'y a pas si longtemps, historiquement, qu'on parle de l'interprète. Ça suppose déjà des musiques écrites, donc déjà, c'est assez tardif, historiquement parlant. Et en plus, des musiques où presque tout est écrit. Je vais prendre exprès un exemple dans notre ami, j'allais dire, Debussy. Je le prends, voilà, le temps que voilà. Je regarde des indications, pardon, parce que, voilà, c'est juste là, c'est pas bien loin, suite bergamasque. On va prendre, alors ça, c'est peut-être pas indiqué, voilà. Excusez-moi, voilà. Il faut le chercher dans le... Bon, peu importe, je ne l'ai pas, mais enfin, quiconque a vu une partition de Debussy sait que tout est extrêmement prescrit dans Debussy. Sur telle mesure, il va dire céder. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire céder. Ça veut dire ralentissez et finissez par venir vous évanouir sur la dernière note de la mesure, vous voyez. Bon. Pourtant, on a des enregistrements de lui, donc il y aurait une manière de... Bien sûr, oui, tout à fait. On a une bonne partie de l'œuvre de Debussy et qui est assez bien remasterisée maintenant, comme on dit, qui n'est pas inaudible, quoi. Pour l'époque, en fait, c'est même pas des disques, ce sont des rouleaux. Je vais finir par le trouver. Voilà, Debussy ici, mais ça, c'est la suite bergamasque, donc c'est une œuvre de jeunesse, ça ne m'arrange pas tellement. Et, ah ben oui, je suis idiot, c'est l'autre côté, oui. Excusez-moi. Alors, voilà. Oui, j'ai ici les préludes de Debussy. Un peu en dehors, indication que donne Debussy. Jouer un peu en dehors, sous-entendu de la mesure, de la stricte métrique, soyez pas trop métrique. Bon, sur une mesure. Après, à un autre endroit, il y a marqué, je lis les indications de Debussy, hein, extrêmement égal et léger. La main gauche un peu en valeur sur la main droite. Un petit décalage, pas tout à fait à la même vitesse, les deux mains. Oui, vraiment. Le pire, c'est qu'on passe à Satie, parce que alors là, c'est complètement délirant. Exactement, non, c'est la même époque. Hein. Donc, lent et mélancolique, doucement soutenu et très expressif. Un peu plus allant et plus gravement expressif. À peine 4 mesures après. Plus lent, n'est-ce pas? Bon, presque plus rien. Là, c'est une indication, il est marqué presque plus rien. Ça veut dire on sent un son qui s'éloigne comme ça à la limite de l'audible. Bon. Donc ici, là, c'est le comble vraiment de la partition écrite où tout est stipulé. Quand on prend à l'inverse Bach, c'est-à-dire les débuts de la musique écrite, enfin, ça commence un peu un siècle avant, hein, c'est pas bon, 16e siècle. Quand on voit Bach, il y a quoi? Il y a à la rigueur piano forte et encore. Sous-entendu, on sortait de millénaires d'improvisation, des musiciens chevronnés, n'est-ce pas, étaient des virtuoses de la flûte à bec, du hautbois, de ce qu'on veut, de luth, et donc on n'avait pas besoin de leur dire est-ce qu'il fallait accélérer, ralentir. Oui, donc, ça ne veut pas dire du tout que c'était absolument égal. Quand Bach fait ça, il ne précise pas s'il faut faire un peu staccato comme je viens de le faire à la main droite. Je vais le faire legato. Il a des deux mains, oui. Il ne le précise pas parce que, je veux dire, il le laisse au goût de l'interprète.
selon l'humeur du moment, etc. Il y a quand même un invariant qui est ce qu'il a écrit, qui se tient tellement, qui est tellement autosuffisant. Voilà. Je prends un autre exemple extrait de l'art de la fugue, c'est le fameux canon par augmentation et diminution, et en mouvement contraire, in contrario motu. Hein. Et vice-versa. Cette espèce de magnifique blue note. Hein. Bon, là je le fais lentement, mais Bach, alors là je prends exprès un exemple limite. Dans l'art de la fugue, non seulement on n'a pas d'indication de tempo, mais on n'a pas d'indication d'instrumentation. Autrement dit, quand vous regardez sur le marché de l'enregistrement, j'allais dire du disque, mais maintenant c'est le streaming, vous mettez art de la fugue sur YouTube, vous avez des versions pour clavecin, pour piano, pour orgue, pour quatuor à cordes, Orchestre, oui. pour grand orchestre, oui, absolument. Parce que précisément, c'est un comble de défis, de challenge. C'est une musique tellement bien écrite que vous pouvez la jouer avec ce que vous voulez, avec de l'orgue de barbarie, avec un synthétiseur, avec des trombones à coulisses, ce sera aussi bien. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi ce que je viens de jouer là, on peut très bien le jouer comme ceci. Pardon. Alors, je vais prendre, c'est un peu plus rock, hein, piano électrique. Ça ne change pas grand-chose. La cohérence de l'œuvre est là entièrement. Elle ne souffre pas un quart de poil. Mais je pouvais aussi faire ceci. Pardon, excusez-moi. Voilà. Les cordes. Change complètement l'atmosphère du morceau. Rien de tout ça n'est précisé dans Bach. Ce qui compte, c'est les relations qui restent invariantes entre les hauteurs et les durées respectives. Donc, on veut dire ici interpréter, et il faut déjà restituer. Voilà. Donc, encore une fois, on commence à y voir un peu plus clair. Dans la plus longue partie de l'histoire musicale, si je remonte on essaye d'imaginer ce que pouvaient être les sons musicaux que Néandertal faisait pendant qu'il y avait la saison des pluies à l'intérieur de la caverne. Hein, je veux dire, bon, il devait y avoir sans doute des éléments rythmiques, des vocaux, ce qu'on voudra, sans doute mélodiques aussi, et on peut toujours spéculer. On a quand même les plus anciens instruments qu'on a trouvés. Le plus ancien, d'ailleurs, est un lithophone trouvé au Vietnam, dans la jungle vietnamienne. Un lithophone, c'est-à-dire un genre de xylophone. Oui, sur la pierre. Voilà, un genre de xylophone, mais les touches sont des morceaux de pierre, de différentes longueurs, et qui font une espèce de gamme. Pardon, excusez-moi. Hein. On va prendre un vibraphone, comme ça, ce sera plus vraisemblable par rapport au lithophone. Mais voilà. Voilà, c'est un lithophone, mais pas aussi accordé et univoque que ça, beaucoup plus loin. Et autrement dit, le plus vieil instrument qu'on ait trouvé est un instrument qui fait dans le discret ou le discontinu, comme on voudra, où l'on passe, vous voyez, d'une hauteur à une autre directement sans qu'il y ait, comme dans un violon. Voilà. On pense aussi qu'un des plus vieux instruments qui existe encore, qui est pratiqué encore par les chasseurs, en particulier en zone de forêt, c'est l'arc, ce qu'on appelle l'arc musical. Les chasseurs du néolithique étaient d'excellents chasseurs. L'arc est une révolution. C'est la première fois que la mort est transmise à distance, quand même. Hein, je veux dire, c'est une arme de jet. Hein.
affronter le mammouth à l'épieu, il faut y aller. Hein. Faut quand même mieux le faire à distance. Mais Donc, les pièges, je pense. ben oui, oui, bah, là, alors ça se fait encore beaucoup chez les Bushmen, par exemple, en Afrique australe. On jette une flèche empoisonnée sur un buffle et on passe la journée à le suivre après parce qu'il ne tombe pas comme ça en une seconde. Il y a à Hollywood qu'on voit ça, il met une journée à agoniser. Voilà. Donc, l'arc musical, les chasseurs se sont aperçus très tôt que lorsque la corde se détendait et que la flèche partait, il y avait une vibration. Après des moments d'ennui, la pluie qui tombe, on se réfugie sous un arbre et, vous savez, avec la bouche et les dents qui La servent guimbarde, c'est de caisse de résonance, ancêtre de la guimbarde, exactement. Voilà. Donc, on sait en gros quel c'était mais alors, que veut dire ici l'interprète? Il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas de compositeur. Il y a un genre qui règne ici, qui est l'improvisation, où le musicien joue tous les rôles en même temps. Il est concepteur, il exécute, il interprète, il restitue, c'est extraordinaire. Alors après, on peut différencier. J'ai constaté comme ça empiriquement moi-même, je veux dire, je me suis occupé de musique au sud du Sahara, pour le compte de animé un centre musical. voilà, financé par vos impôts, je vous remercie, je n'ai jamais été si bien payé, par l'Union européenne, qui avait consenti à financer à la demande des musiciens nigériens. Ce n'est pas un centre dit de formation et de promotion musicale, CFPM, qui existe bien sûr encore, parce que c'était très gratifiant au niveau, tout ce qui est culture, c'est l'identité du pays pour les politiques, pour les responsables politiques. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte pas cher. La musique, c'est quoi à côté d'une route transnationale, pas, ou d'un barrage, une centrale hydroélectrique, c'est rien. Allez, Pagani va s'en occuper, on va lui mettre un mail, ça va leur faire plaisir. Et ça, voilà. Bon, je ne veux pas cracher dans la soupe, hein, je veux dire, c'était une très bonne idée. C'est pas comme renégocier les contrats d'Areva au Niger. Voilà, dans le même pays. Oui. Areva, Oui, c'est pour ça que je pense Areva, c'est au nord d'Agadez, à Arlit, c'est autre chose. Alors là, par contre, les salaires, on regarde de près. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, donc, c'est une très belle aventure d'ailleurs, puisque le cahier des charges de ce centre était en 3 parties. Premièrement, essayer de sauver le patrimoine musical traditionnel qui disparaît à la vitesse où la brousse va à la ville, c'est-à-dire à la vitesse grand V, vous vous en doutez. Donc, mettre dans le frigidaire numérique des musiques en voie de disparition, en enregistrant dans d'excellentes conditions avec des appareils professionnels. Ça, c'est le côté où l'UNESCO, où j'ai sollicité l'UNESCO aussi d'ailleurs comme conseil. Ça, c'est le côté patrimonial. Deuxième aspect, école de musique. Alors, on dirait ça, c'est banal, il y en a dans tous les arrondissements de Paris. Ah non, 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 mais là-bas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'était une grande première qu'il puisse avoir un apprentissage de la musique, parce que dans la musique traditionnelle, j'y reviens, le griot, ou même, même celui qui s'improvise musicien, le chasseur, on parlait du chasseur avec son arc musical, ou le gamin qui, en gardant les voitures à Abidjan, pendant que le propriétaire de la voiture fait ses courses, joue avec des boîtes d'allumettes, avec une rythmique d'une subtilité assez extraordinaire, avec une invention, vous voyez. Donc, je ne parle pas de musicien escalité seulement ici. Il est évident que pour l'instant, on se passe complètement d'une musique qu'on apprend. C'est déjà un luxe d'être à l'école, d'apprendre à lire, écrire et compter. Vous imaginez donc, c'était une grande première. Et bien sûr, vous n'avez pas de mal à imaginer l'extraordinaire demande. Je crois qu'il n'y a aucune région au monde où la jeunesse a une telle soif de formation musicale que dans cette région, contrairement à ce que pense Leblanc, qui a un racisme bienveillant, si je puis dire, je mets bienveillant ironiquement, hein, je veux dire. C'est quand ah bon, vous faites une école de musique, mais ils n'ont pas la musique dans le sang, les Noirs. Oui, comme ça, nous, on n'a pas besoin d'aller apprendre les maths à l'école parce qu'on a la raison dans le sang. Alors que le nègre, je fais exprès de dire le nègre ici, n'est-ce pas, la négritude, lui, c'est l'instinct. Vous connaissez le discours de Senghor qu'a dénoncé un de vos auteurs chez Delga, n'est-ce pas, Stanislas Azotevi,
que le noir, c'est l'instinct, le blanc, c'est la raison. Non, non, Autrement c'est dit, l'émotion est nègre, la raison est hélène. voilà, C'est cette phrase de Hélène, Sartre. Hélène, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Donc c'est vrai qu'on conseille de, tu vas un peu vite, on conseille de lire. C'est pas simplement parce que je suis l'éditeur, mais parce que c'est un très grand livre, Négritude et négrologue Oui, absolument, c'est de un chef-d'œuvre. Stanislas Négritude et Perrault négrologue à de TV de qui fait notre justice de ce genre de théorie voilà, exemplaire. qui est philosophe, bien sûr, de formation, Stanislas Sadotevi, philosophe béninois, hein, et qui est par ailleurs un ami. Hein. Donc, que j'ai pratiqué au Bénin, mais aussi en Côte d'Ivoire, où il était responsable de l'UNICEF. Bon, bref, pour la région. Donc, c'était intéressant de voir que il n'y avait que les expatriés qui étaient étonnés qu'on puisse offrir la possibilité d'un apprentissage musical à des enfants africains. Ils sont censés l'avoir dans le sens. C'est extraordinaire quand même, alors que j'avais des gamins qui avaient la larme à l'œil d'émotion en jouant une valse de Chopin. Ah, mais vous ne pensez pas que vous êtes en train de troubler leur culture? Je dis, vous n'aimez pas la musique africaine, vous, ici? Donc, vous prenez leur musique, vous ne donnez pas la vôtre. C'est ça, votre coopération. Vous voyez, bon, je ne veux pas faire la somme des préjugés qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas? D'avoir une relation à ces pays-là qui est éternellement exotique et se servir de l'Afrique comme un supplément d'âme, comme a dénoncé un autre grand béninois et philosophe aussi, et qui a été éphémère entre deux coups d'État, ministre de la Culture, je pense à Paulin Outonji, un grand bonhomme. Écrit sur la philosophie africaine, Voilà. Et, c'est Maspero. pardon, je rends des hommages là, mais Paulin Outonji Oui, avait une oui, petite librairie dans Cotonou qui s'appelait Librairie de la Renaissance, poussiéreuse, parce que dans un quartier comme ça, c'est pas, même pas goudronné, oui. à saison sèche, la poussière de la rue, où vous trouviez les œuvres complètes de Lénine. C'est extraordinaire, l'héroïsme de ces gens-là, soutenu par rien ni de son pays, parce qu'à l'époque, il y avait une librairie qui avait le monopole, n'est-ce pas, pour l'éducation nationale, la Libawol. Et donc, j'admire. Bon, ben, ce Paulin Outonji, je l'ai vu donner une conférence au Collège international de philosophie à Paris, où il avait été invité, et où un de nos compatriotes de 50 ans se levait en disant, mais vous ne trouvez pas que vous exagérez? Est-ce que ce n'est pas important que l'Afrique garde son authenticité? Et j'ai vu Paulin l'interrompre et lui dire, monsieur, je ne suis pas obligé de vous servir de supplément d'âme. C'est à lui que j'emprunte la formule qui est admirable, n'est-ce pas? L'Afrique, et quand je dis l'Afrique, on peut l'étendre, n'est-ce pas, à tout ce qui est Oui, objet c'est d'exotisme, n'est-ce pas, l'Indien le d'Amazonie, pittoresque, oui. l'Inuit, ou celui qui est dans les jungles du Laos, n'est pas obligé de servir de supplément d'âme, n'est-ce pas, à une Europe en mal, en décadence de sensibilité, voilà, je vais dire. Je referme cette longue parenthèse. Donc, encore une fois, c'est très important de voir que pendant la plus immense partie chronologiquement de l'histoire sonore et musicale de l'humanité, la musique a d'abord été improvisée. Et donc, j'y reviens. Lorsque j'enregistrais des musiques de pasteurs, de bergers, hein, ce qui est très important dans le Sahel, où le climat est trop sec, en bordure du désert. Sahel veut dire rivage, n'est-ce pas? Belle métaphore, le désert étant l'océan ici, n'est-ce pas? D'ailleurs, les chameaux, on les appelle les vaisseaux du désert en arabe. Donc, dans le Sahel, il y a assez de pluie, un petit minimum, pour qu'il y ait une herbe rase, mais pas assez pour qu'il y ait de l'agriculture au sens vraiment de la récolte. Donc, c'est la zone dite agro-pastorale par géographe, c'est les troupeaux à l'infini. C'est le domaine de la Bible. Hein. Abraham faisait paître ses troupeaux sur une terre sans limite, dit Hegel, n'est-ce pas, dans ses œuvres de jeunesse, dans ses études sur l'esprit du christianisme et son destin. Donc, voilà, on ne peut que nomadiser dans ce genre de décor. C'est là qu'on voit qu'il faut rester matérialiste. Il y a au départ une contrainte d'abord extérieure et la praxis doit faire avec. Hein. Voilà. On n'a pas la même praxis selon qu'on est dans la forêt vierge ou au contraire il y a un excès d'humidité ou dans le désert. Donc, chaque fois que j'enregistrais des musiques de la zone agro-pastorale, de berger, je remarque que c'est toujours la même instrumentation.
que ce soit en Irlande, je prends des régions pastorales, hein. L'Irlande est pauvre, c'est surtout des troupeaux de moutons à l'origine, hein. Que ce soit en Irlande, en Corse, en Sicile, hein, en Castille, le berger a toujours un instrument à avant. C'est le pipeau du berger, c'est le lamentable au sens de lamentation, le navrant solo de cor anglais, c'est-à-dire de hautbois basse dans Tristan au troisième acte, quand le rideau se lève, Oui. et qu'un berger auquel Courvenal, le fidèle écuyer de Tristan, a dit « Regarde la mer, et si un bateau vient, joue avec ton la houlette du berger ». C'est toujours un instrument à avant, plaintif, qui fait pour résonner au loin. On voit la solitude de celui qui est loin de la communauté, qui n'est pas dans le village, qui fait paître son troupeau loin et qui chante sans doute l'absence de la bien-aimée. Quand le rideau se lève, au premier acte de Tristan, les premiers mots, c'est West-West schweift der Blick. Le regard, c'est l'homme de vigie qui chante. Le regard va vers l'est, mais le cœur va vers l'ouest. Jeune fille d'Irlande, sont-ce tes soupirs qui gonflent les voiles? Je pense au matelot isolé dans une île. Oui. Exact. Ah ben voilà, exactement. Ça, c'est la fin d'un des plus beaux poèmes de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, le cygne. Aussi dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps et on a un instrument avant. Voilà. Je pense au matelot oublié dans une île. Il pense bien sûr à Victor Hugo qui était exilé à Guernesey et à Jersey, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. Et ça finit sur une rime féminine pour ne pas finir. Le son continue à résonner, le berger, c'est ça. Donc, il y a comme ça des traditions. Mais ce berger-là, il est compositeur. Il module avec la flûte, il varie. Il est compositeur, pas au sens de l'écriture, hein, d'une musique orale. C'est intéressant de poser ces problématiques. On est tellement habitué à notre culture qu'il faut un peu sortir de l'européocentrisme et comprendre que parler de l'interprétation en général, c'est déjà supposer une séparation des fonctions qui suppose des spécialisations. Je ne dis aucun jugement de valeur, hein. C'est un progrès par certains côtés, c'est une limite pour d'autres. Il n'y a pas la fraîcheur et la spontanéité de l'improvisation, c'est sûr. Alors, j'en profite pour dire, bon, tout à l'heure, tu as dit, le jazz, c'est une musique improvisée, le classique, c'est une musique écrite. Non, ce n'est pas si simple. Il n'y a pas si longtemps que l'improvisation, que l'écriture musicale est caractéristique du genre dit classique. Parce qu'à l'époque de Mozart et de Bach, on passait son temps à improviser. Malheureusement, il n'y avait pas de magnétophone, ni maintenant d'enregistreur numérique qu'on peut avoir maintenant. Vous voyez les pertes. Les tout premiers, on a fait allusion tout à l'heure, c'est Debussy sur des rouleaux de cire. Bon, encore bien. Souvent, ils exécutent un morceau, mais on ne les voit pas improviser non plus. Mais voilà. Non, mais c'est intéressant de savoir que, par exemple, j'ai fait allusion quand on a parlé de Mozart, ces 27 concertos pour piano, c'est Mozart qui les créait à chaque fois. La première fois qu'on les entendait en concert, c'est Mozart qui était au clavier, bien sûr. Jamais il ne jouait tout à fait de la même manière un mouvement. Et puis, surtout, il y a des cadences dans les concertos. Et en plus, il y avait, comme tu dis, dans chaque mouvement, pas seulement, surtout les mouvements rapides, les mouvements lents, c'est un peu rare qu'il y ait des cadences, un passage pour que le soliste montre son savoir-faire instrumental. Ça passe sa petite partie d'exhibition. Et cette cadence est progressivement devenue écrite. Beethoven propose 2, 3, 4 cadences écrites différentes pour son 4e concerto pour piano, dont celle-ci. Pardon, je suis encore dans les. C'est en lithophone, là. Parce que c'est celui qui commence. Donc là, il reprend le même thème rythmique. Donc, là encore, on essaye de trancher à la hache. Le classique, on écrit, on compose, et il y a une partition. Le jazz, on improvise, et c'est comme ça spontané. C'est pas si simple. C'est pas si simple.
jusqu'à à la moitié du 19e siècle, l'improvisation reste omniprésente chez les musiciens classiques. Liszt, on lui donnait n'importe quoi comme thème, il faisait immédiatement des variations dessus. Mais quant à Bach, il pouvait se mettre les mains derrière la tête à l'orgue et avec les pieds faire une fugue à deux voix, improvisée. Il l'a fait, hein, il l'a fait chez le roi de Prusse quand il a été enfin invité à la cour, ce musicien qui a été effacé, que personne ne connaissait. Les musiciens de cour, c'était des musiciens italiens ou français. Les Allemands n'avaient pas leur place ici. Rappelez-vous que le roi Frédéric disait que l'allemand, c'était une langue bonne pour les chevaux, qu'à la cour, il fallait parler français. Bon, c'est un peu comme ça pour la musique. Or, avant le romantisme et la poussée des écoles nationales, les Allemands n'occupent pas tellement. Et or, lorsqu'il arrive, il propose à Frédéric, qui est un excellent flûtiste, il lui propose le fameux thème royal qui va être à la base de l'offrande musicale. Thème royal parce qu'il a été composé par le roi. Et Bach, quelques heures après que le roi lui ait montré son thème, lui a restitué une fugue à 4 voix. Voilà. Improviser en contrepoint, c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc, je commence par rassembler tout ça pour rappeler tout de même qu'avant de parler d'interprétation, on va y arriver à l'interprétation proprement dite, hein, celle dont j'ai dit au début qu'elle fait l'objet de discussions entre connaisseurs. Quelle est la meilleure interprétation de la sonata, appassionata ou de l'opus 27 numéro 2 de Beethoven, voilà. Mais enfin, il fallait quand même faire ce long détour historique pour bien établir les choses. Et puisque je parle de Beethoven, des témoignages tous concordants disent que les gens s'évanouissaient pendant les improvisations de Beethoven. Ah oui, c'était surtout lui à ses improvisations. Oui. Elles étaient d'une telle force expressive, et parce que Beethoven jouait, là encore, il faut se battre contre des imageries aliénantes qui voudraient que la musique classique, qui dissuade les jeunes et les classes populaires, n'est-ce pas, de s'intéresser à la musique classique, puisque c'est bon pour l'élite et pour les gens cultivés et riches. Ce qui est incroyable, quand on voyait que Moussorgsky est mort dans le caniveau et que Mozart, son corps est à la fosse commune, c'est un peu fort quand même, je veux dire. Bon, et Schubert, n'en parlons pas, n'est-ce pas, qui est mort dans un anonymat et une misère. Bon. Mais c'est les préjugés, je crois que c'est Pascal qui en parle à propos des Moïse, Jacob, etc. Il dit on les voit toujours avec de longues barbes. Donc alors que ce sont des gens comme vous et moi, en fait. Et surtout que le mot préjugé, il fait bien de citer Pascal, parce que c'est au XVIIe siècle. Je ne cite pas vraiment, j'aimerais bien retrouver le passage. Mais c'est au XVIIe siècle que ce mot revient un peu au centre du débat, comme si ça préparait un peu le siècle des Lumières, hein, la critique des préjugés. Descartes dit bien que dans la première règle de la méthode, qu'il faut éviter soigneusement la prévention et la précipitation, par exemple. Hein. Donc, pardon. Alors, oui, parmi ces préjugés, il y a le fait que la musique classique, n'est-ce pas, ne se joue que dans les salons, soit à la cour, soit dans un salon privé d'un bourgeois, et ce qui était souvent le cas. Mais enfin, je veux dire, Beethoven, parce que je suis parti de là, ses œuvres les plus savantes, les plus difficiles, les derniers quatuors à cordes, ont été créés dans des guinguettes. Aux environs de Vienne, au bord du Danube. Même les Razumovsky Mais bien sûr, avec des odeurs de bière, mais bien sûr. Et avec un auditoire passionné. Quand même. Donc, je veux dire, c'est là-dedans qu'il y avait certains qui tombaient dans les pommes. On a même, alors là, c'est plus une musique de cour, je pense à la création de l'opéra. L'opéra suppose une infrastructure, une budgétisation plus lourde qu'un simple piano. Et je pense ici à Monteverdi, à la création de l'Orphée à la cour des ducs de Mantovani. Là, on a parlé aussi de syncope. Mais pas au sens musical, au sens médical. Le choc musical, et pas dans le sens musical. Le choc musical qu'a été d'entendre l'expression de l'émotion de la voix de Solis alors qu'on sortait de siècles de polyphonie et d'anonymat de l'individu noyé dans le chœur et dans la ferveur chorale,
Mm. et collective. Voilà, c'est pour rappeler des choses comme ça. Donc, pour en revenir maintenant à l'interprétation, c'est surtout à partir du 19e siècle et même de la deuxième moitié que les problématiques et les discussions sur la bonne et la mauvaise interprétation viennent au centre du débat. Lorsque, sans doute, on n'a pas d'enregistrement, mais d'après tous les témoignages, celui qui fut le plus grand pianiste de l'histoire, je pense à Liszt ici, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas réduire à n'être qu'un virtuose, c'est un grand compositeur, dont on écoute malheureusement que toujours les 10 ou 15 mêmes œuvres très populaires, qui sont souvent des compiles de rhapsodies hongroises empruntées au folklore, et il y a des œuvres extraordinaires, n'est-ce pas, qui annoncent même Schoenberg, hein, je pense à Gondole funèbre, des choses comme ça. Bon, c'est pas notre sujet, mais Liszt dit un jour à la comtesse d'Agoult, c'est-à-dire à sa future épouse, dit prépare un petit peu l'appartement parce que ce soir je reçois quelqu'un qui joue mieux que moi. Donc, oui, le problème de qui sait bien jouer du piano se pose. Et elle dit qui ça? Thalberg. Thalberg était un virtuose de l'époque qu'on a oublié parce qu'il n'était que un virtuose justement. C'était pas... Et il dit non, Thalberg, j'en fais mon affaire, ça va. Hein, parce qu'il y avait des concours comme ça, des monstres de foire où chacun devait faire de la haute voltige, n'est-ce pas, de pyrotechnie pianistique. Il dit non, non, c'était Chopin. Beaucoup plus discret que Liszt, n'aimant pas jouer dans des grandes salles, préférant jouer Ah oui, il a donné très peu de concerts. Hein. Dans des intérieurs, etc. Mais tous ceux qui ont assisté à Chopin en train de jouer disent mais on n'a jamais vu jouer du piano comme ça. Une manière, là il ne s'agit pas seulement de virtuosité, elle était évidente chez Chopin. Il en vivait de ses cours de piano. Mais simple, mais la manière de jouer, son legato, ses nuances, et le choix de ses tempi, et montre bien que la notion d'interprétation, ben, vous le devinez, et c'est la deuxième détermination que je fais intervenir, j'ai mis du temps, ça vient avec l'individualisation de la société civile bourgeoise à bürgerliche Gesellschaft moderne. Tout simplement. Il y a une prodigieuse différenciation d'un individu à l'autre. Oui. Prenez Telemann, prenez Vivaldi, vous avez du mal des fois à distinguer les... Vous pouvez confondre à bon droit un concerto de Corelli, je vais prendre un Polonais maintenant moins connu, Zelenka, qui est de la même époque, un baroque polonais. C'est difficile des fois de distinguer une fugue de Purcell, pas, il a fait de très belles fugues, n'est-ce pas, et une de Corelli. Par contre, on a du mal à confondre Schumann et Schubert. Il y a une puissance de différenciation et d'individuation dans le même courant, dans la même sensibilité, le courant du romantisme musical et en se tenant et au même moment, pianistique, il y a un monde qui sépare un Mendelssohn d'un Chopin, d'un Schubert, d'un Schumann et d'un Brahms. C'est 5 styles complètement différents. Et 5 manières de jouer du piano, ouais. Brahms avec toujours comme si on avait 15 doigts à chaque main, n'est-ce pas, avec des octaves, etc. Voilà, Schubert extrêmement transparent, extrêmement aéré et peu pianistique, à part la fameuse Wanderer Fantasy, c'est difficile, sinon ça demande surtout de l'expression, voilà, et Chopin qui réunit à peu près toutes les qualités, mais Schumann qui annonce plus Debussy alors que Liszt annonce Ravel. C'est intéressant de voir ces filiations. Et il y a qu'à écouter les jeux d'eau de Ravel, pour prendre une œuvre des plus populaires de Ravel, et écouter les jeux d'eau de la Villa d'Est de Liszt, et on voit d'où ça procède. C'est vraiment frappant. Hein, alors que Schumann est plus harmonique. Alors, là où Schubert est mélodique, Schumann est plus harmonique, et ça, c'est Debussy qui va s'en souvenir. Il ne faut pas oublier que Debussy, pendant sa période de formation au conservatoire, était un excellent pianiste, un très bon pianiste. Et qu'on avait déjà remarqué qu'il avait des harmonies étranges. Ses premières œuvres, je pense Le Printemps, une espèce de cantate qu'il a écrite à Rome lorsqu'il bénéficiait de son séjour après avoir eu le prix de Rome à la Villa Borghese. Les critiques de l'époque français avaient dit
il y a quelques harmonies originales, mais ce monsieur devrait savoir qu'il faut quand même nervurer et donner un sens et une forme à la musique et ne pas la laisser ainsi dans l'indétermination. On ne voyait pas à quel point sa musique était prodigieusement construite et cohérente, mais une cohésion tellement nouvelle qu'on ne s'en apercevait pas. Mais il y a un peu, même dans l'histoire de la musique, entre le contour par la ligne à la Gauguin ou au contraire par le dégradé à la Van Gogh, il y a forcément deux. Des fois, on oppose un au contraire de la croix, voilà, parce que c'est la même opposition qu'on retrouve. C'est Pas- exactement la même dichotomie, c'est exactement la même. Et je suis voilà. content que tu prennes des références à la peinture. J'avais un ami peintre, je parle d'un domaine que je connais plus mal, j'apprécie, mais je n'ai pas la connaissance technique. Donc, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me disait, tu vois, je te demande de faire un visage. Le tu s'adresse à quelqu'un qui n'est pas de la partie, qui n'est pas un artiste, un graphiste, un artiste plastique. Ben, fais-moi un visage. Alors, je faisais un ovale comme ça, comme nous faisons tous spontanément, comme on a fait sur nos cahiers d'écolier. Et puis, je fais un ovale. Donc, c'est-à-dire, je commence par faire le contour et j'inscris dedans des yeux, un nez. Il me dit oui. Moi, il dit, je commence par la narine gauche. Mm. Et de là, je me propage vers la périphérie. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Là, hein, au début, lorsqu'il en est qu'à la narine gauche, on pourrait penser, comme de Debussy, que ça manque de construction, que ça manque d'unité, alors qu'il y a une implacable progression qui est en train de se déployer. Enfin, je veux dire, une irréfutable progression qui est en train de se déployer. Donc voilà, quand je parle d'interprète, voilà. Maintenant, ceci dit, je voudrais quand même pour ne pas partir dans tous les sens, rendre un hommage particulier à quelques interprètes, on ne va pas en faire une liste parce que ce serait écrit, je vais en prendre un, ou plutôt une seule, pour, qui va nous servir de métonymie pour montrer l'importance maintenant de l'interprétation dans la musique à partir du monde contemporain, disons, hein, du répertoire classique. Donc, je prends ici voilà, je ne me sers pas de l'ordinateur pour ne pas quitter l'onglet. Je vais prendre ici, voilà, Madame Clara Askill, dont laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui floruite, comme on dit en latin, n'est-ce pas, a eu son apogée dans les années 50, en gros, qui est une contemporaine et une grande amie d'ailleurs des Dino Lipati, des gens comme ça. Hein. Donc, vous voyez, je vais quelques éléments d'abord de biographie, parce qu'on ne réalise pas ce que c'est que ces parcours. C'est quand même un sacerdoce aussi. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, merci, miracle de... Je vais essayer, si j'ai mes lunettes. Ah oui, sur la... Voilà, pardon. Donc, rapidement, je ne vais pas tout lire, mais je vous donne quelques indications de biographie, n'est-ce pas? Bon, elle est née pratiquement un peu avant le début du XXe siècle. Elle est née en 95 à Bucarest, hein, d'origine roumaine, bien sûr. Et alors, issue d'une famille roumaine juive, Haskell semble venir du verbe hébreu, je n'arrive pas à le prononcer, signifiant discerner, apparenté au mot Haskalah. À ce cas-là, c'est les Lumières juives. Et qui est incollable. Mm. Et se révèle une enfant surdouée. Alors écoutez bien, à l'âge de 3 ans, ça commence. Elle reproduit déjà avec un doigt, à 3 ans, hein, des mélodies qu'elle a entendues. La mère de Clara, Berthe Askill, pianiste et musicienne amateur, là encore, partie de rien, soi-disant. C'est intéressant que Mozart, Bach, Clara Askill, on est dans des milieux musiciens, ça gâte rien. Hein. Ça gâte rien, même s'il y en a qui sont partis de zéro. Sa mère, la mère Clara Askill, lui donne ses premiers cours de piano et Clara révèle des dons stupéfiants d'oreille et de doigté. Sa mère lui a donné son prénom en souvenir de sa propre sœur aînée qu'elle admirait passionnément et qui mourut à 20 ans. Retenez bien tout ceci, vous allez voir, c'est des vies incroyables, hein, alors qu'elle effectuait des études brillantes de piano au conservatoire de Bucarest. Clara travaille aussi le violon. On dirait les sœurs Boulanger un peu là. Ça Oui, ressemble un Nadia, peu. oui, tout à fait. Et Clara travaille aussi le violon et Lily Boulanger, hein, Mm. beaucoup moins connue, Celle qui est décédée. qui est morte très jeune,
travaille aussi le violon et se montre également douée par cet instrument. C'est épouvantable le violon. Pendant 3 ans, on fait crac, 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 on n'arrive pas à sortir un son. Hein. Très ingrat. Elle a 2 sœurs, Lily, son aînée, qui joue du piano, et Jeanne, la cadette, qui apprend le violon. Son père meurt des suites d'une pneumonie en 99, contractée une nuit de décembre lors d'un incendie survenu dans leur immeuble, décidément, et sa mère doit subvenir aux besoins de la famille en donnant des leçons de piano, de français, d'allemand, d'italien et de grec moderne. La maman. On est bien en Roumanie, des pays dont les autres ne parlent pas la langue dans l'Europe. Dans les grands foyers culturels d'Europe, on ne parle pas. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de polyglottes chez les Slaves, n'est-ce pas, alors que les Français sont mauvais en langue. N'est-ce pas? Les Américains et les Français, les 2 grands peuples les plus mauvais en langue, parce qu'ils savent que tout le monde dans le monde entier, pour des raisons différentes et à des époques différentes, parle leur langue, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, on voit ici, hein, Madame Askil, mère, hein, leçon de piano, de français, d'allemand, d'italien, de grec moderne, puis en ouvrant un petit atelier de couture pour rester auprès de ses enfants. J'admire ces vies-là. Mais son travail ne suffit pas et la famille survit grâce à l'aide d'un de ses frères, Isaac, actuaire, hein, assureur. Isaac deviendra directeur de la Nationale, je passe. Clara Askil continue de développer ses dons, toujours avec sa mère. Un ami des Askil emmène la fillette chez un professeur de chant du conservatoire, pour l'instant, hein, elle est restée que dans la famille, hein, qui lui joue une sonatine de Mozart qu'elle ne connaît pas. Clara la joue immédiatement, sans faute, d'une traite, puis la rejoue en la transposant. Vous savez ce que ça veut dire, transposer, hein? Je fais ça. Pardon, excusez-moi. À la tierce ou à la quinte? On me dit, vous ne pouvez pas transposer un ton au-dessus, si? Je crois que c'est dans le morceau, d'ailleurs. Là, je le fais parce que c'est facile. Mais quand il faut transposer une étude de Chopin à l'instant, hein, n'est-ce pas, c'est une gageure. Donc, Clara la joue immédiatement, sans faute d'une traite, puis la rejoue en la transposant. Elle a 5 ans. On décide de lui faire commencer les cours au conservatoire. Alors, quand Clara a 7 ans, la famille décide de l'envoyer étudier le piano à Vienne. Donc, ça confirme, voilà. C'est pas à Bucarest qu'elle va devenir une célébrité mondiale. Il y a peu de chances statistiquement. Donc, non, mais je rends hommage à ces pays-là, n'est-ce pas, hein, qui ont un patrimoine populaire d'une richesse invraisemblable. Il n'y a qu'à voir les rhapsodies roumaines d'Enescu, qui a beaucoup plongé, n'est-ce pas, le grand musicien national roumain, dans ce répertoire. Et donc, ce qui motive les vies de musiciens, les plus grands musiciens de films français sont 2 Roumains. C'est Joseph Cosma et Vladimir Cosma. C'est quand même pas un hasard. De même que les plus grands musiciens d'Hollywood, en particulier dans les westerns et dans les grandes sagas américaines, sont slaves. C'est Dimitri Tiomkins qui a fait à peu près toutes les musiques de films et de John Ford et de Howard Hawks. Vous voyez, ce n'est pas des hasards tout ça. Donc, on l'envoie à Vienne étudier le piano. Elle s'y rend seule avec un autre de ses oncles, un médecin âgé de 35 ans qui ne pratique plus et qui voue une véritable passion à sa petite nièce. À Vienne, Avram, le tonton, l'amène auprès du célèbre pianiste Anton Dor. Émerveillé par les dons de l'enfant, il écrit au quotidien viennois Neue Freie Presse, qui publie l'article suivant. Le professeur Anton Dor attire notre attention sur une petite fille dont le talent musical est tout à fait exceptionnel. Il nous écrit: ces jours-ci s'est présenté chez moi un médecin venant de Roumanie, tenant par la main une petite fille de 7 ans. Fille d'une veuve. Cet enfant est un prodige. Elle n'a jamais reçu de véritable enseignement musical. Il n'y a qu'à Vienne, n'est-ce pas? Bon. Mais ce n'est pas nécessaire, car tout ce qu'on lui joue, dans les possibilités de ses petites mains, elle le joue à son tour de mémoire, sans une faute, et qui plus est, dans n'importe quel ton. Dans les 24 demi-tons, ça veut dire, pas. Je lui ai présenté une sonate de Beethoven. Elle l'a déchiffrée d'une façon parfaite et sans accroc. 7 ans. On se trouve là devant une énigme. Cette maturité d'un cerveau d'enfant est véritablement angoissante. Comment il disait l'autre, Chateaubriand de Pascal, cet effrayant génie. Bon, alors, je vais un peu vite, hein, pour arriver quand même à Paris. Hein. Après 3 années d'études avec Richard Robert, l'oncle Abraham décide d'amener Clara, alors âgée de 10 ans, à Paris. Elle ne reverra plus son professeur. Clara se présente aux examens d'entrée de piano et de violon du Conservatoire de Paris. Elle poursuit l'étude du violon parallèlement à celle du piano, jusqu'à ce que la scoliose déformante et diagnostiquée en 1914 l'empêche de continuer cet instrument. Et là commence un calvaire. Elle va tout avoir, la scoliose, la leucémie. Il faut voir la vie de Clara. Bon. Elle devient l'élève d'Alfred Cortot.
plus grand pianiste français de l'époque. Pas en 1907. Mais l'illustre pianiste, futur collabo, vous savez ça, hein, Cortot avait d'excellentes relations avec le régime de Vichy. Voilà. Je ne dis pas qu'il a été célèbre sous Pétain, parce qu'il y en a eu d'autres. Marcel Meyer n'a jamais collaboré, n'a jamais dénoncé personne, mais enfin, elle était dans les salons de l'époque. Cortot était plus, je sais pas, en phase avec ce qu'on l'époque. Mais regardez bien, elle devient l'élève de Cortot, mais l'illustre pianiste ne l'aime pas, et devant les autres élèves, cette espèce de roumaine juive, n'est-ce pas, la renvoie souvent en lui disant « Nous vous entendrons la prochaine fois ». Il lui dira même « Vous jouez comme une femme de ménage ». Tout est dit. Oui, là, je crois qu'on a compris. Si on ne comprend pas ici que la race, c'est la classe, c'est que décidément, on est indécrotablement anti-marxiste. Hein. Oui, c'est ça. Ou plutôt, ça prouve la vérité du marxisme. Donc, nous vous entendrons la prochaine fois. D'ailleurs, vous jouez comme une femme de ménage. Et la remettra entre les mains de son collègue Lazare Lévy. Gabriel Fauré, alors directeur du Conservatoire de Paris, se prend d'affection pour elle, le bon Gabriel, pas directeur du Conservatoire. Oui. Et la félicite après l'avoir entendu jouer une de ses pièces, Thèmes et variations. Je ne savais pas qu'il y avait autant de musique dans ce que j'avais écrit, dit Fauré. Quel dommage. Là, on voit, dans cette citation de Fauré, ce que signifie l'interprétation. Il a dû entendre 50 fois son Thème et variations joué par des élèves. Exécuter, c'est là qu'on voit la différence entre simplement exécuter une partition qu'on a devant soi, même sans faute technique, et en même temps passer à côté de ce qu'il y a d'intéressant. Musicalement, c'est mystérieux la musique. Hein. Si ce n'est pas dans les notes, c'est où alors? Je ne savais pas. C'est comme définir comment on appelle ça, le swing. Il paraît que c'est très difficile. Toi, tu lis André Auder. C'est difficile, mais on en vient aux mains. Oui, entre amateurs de jazz, mais il ne swing pas ce mec. Bon, tu veux dire quoi par là? Bon, vous voyez, ça commence. Bien. Clara vit seule à Paris avec son oncle Avram, un homme taciturne, et lors de vacances en Roumanie où la famille de Clara est restée, sa mère, la voyant si triste, vous vous rendez compte, Cortot l'a empêché de faire une carrière fulgurante à Paris. Si triste, décide de louer un appartement à Paris. Pour des raisons matérielles, elle ne pourra emmener Lily et Jeanne. L'oncle Avram, malade, revient à Bucarest et entre dans la compagnie d'assurance de son frère où il restera jusqu'en 1911. À 14 ans, Clara remporte le premier prix de violon au concours de l'Union française de la jeunesse. On ne parle même plus de piano. Et c'est un instrument terriblement éprouvant, le violon. Le concours de l'Union française de la jeunesse, présidé par l'immense Jacques Thibault, qui a disparu tragiquement d'un accident d'avion. On n'oubliera jamais les extraordinaires exécutions de Thibault en musique de chambre aux côtés de Pablo Casals et de Cortot. C'est ce trio qui a fait les interprétations de référence, les trios de Beethoven et de Brahms, par exemple, hein, ou Schubert. Mais donc, elle remporte le premier prix de violon, mais seulement un second prix de piano au conservatoire. L'année suivante, en 1910, elle gagne son premier prix de piano au conservatoire dans la classe d'Alfred Cortot. Vous voyez pourquoi je me suis concentré sur une interprète. Elle commence à donner des concerts. Vous vous rendez compte? Elle a mis du temps. À Vienne, un impresario suisse s'intéresse à elle et lui organise une tournée en Italie du Nord et en Suisse. Ferruccio Busoni, l'immense compositeur italo-germanique, qui a entendu Clara jouer à Zurich, propose à sa mère que la jeune fille vienne étudier chez lui à Berlin et se heurte à un refus que Clara regrettera toute sa vie. Berlin, ça aurait pu être le tremplin. Elle aurait pu aussi disparaître dans un camp. Hein. Bon. En 1917, la mère de Clara meurt d'un cancer. Son oncle est dans un camp de réfugiés. Il a été arrêté ayant pris la nationalité autrichienne. Clara se retrouve donc seule, en 1917, hein, il a été arrêté, il n'y a pas des nazis, là, il s'agit de la guerre pas, entre les empires centraux, donc l'Autriche, et les Alliés. Clara se retrouve donc seule, alors que jusqu'à présent, elle n'était pas particulièrement sujette au trac, celui-ci va devenir terriblement envahissant et paralysant. Alors on peut surdéterminer, elle est trac, elle est roumaine, elle est en marge donc des grandes mondanités musicales de Paris, de Berlin. Dominique, on ne te voit pas bien, mais c'est peut-être... Oui, c'est ça. Ah voilà, c'est mieux. Merci. Elle est roumaine. Elle est une femme. Raison d'être inhibée, à l'époque, surtout avec les préjugés, de ne pas s'affirmer. Alors que jusqu'à présent, elle n'était pas particulièrement sujette au trac. Bon.
Elle refusera souvent de jouer, prétextant que ça n'ira pas, elle disait. De plus, elle n'est que rarement satisfaite de sa performance. Alors, après la Première Guerre mondiale, elle revient à Paris. Georges Enescu, le grand musicien national roumain, intervient alors auprès de l'État roumain pour s'assurer que la jeune musicienne pourrait y achever ses études musicales. En 1921, il la fait jouer à Lausanne. À Paris, la pianiste fait la connaissance de pianiste célèbre. C'est Madame Desmarais qui propose à Clara Askill d'aller reprendre des forces en Suisse accompagnée d'une infirmière. Et le calvaire de cette vie. Elle y retrouve son oncle Avram, dont le caractère s'est grandement assombri, et fait des rencontres importantes pour la reconnaissance de son talent en Suisse. Je te signale au passage qu'un autre Roumain, Dinu Lipati, va trouver aussi en Suisse des reconnaissances qu'il n'aura nulle part ailleurs. Pendant ces années de 1920 à 1950, c'est dans les années 50 que Lipati meurt d'une leucémie, la Suisse est le seul pays où le public reconnaît le génie de Clara Askill et l'assure de sa fidélité. La jeune pianiste manque de confiance en elle. Lors de son premier concert avec l'orchestre de la Suisse romande, le meilleur orchestre de Suisse de très loin, et son chef emblématique, Ernest Ansermet, grand réactionnaire aussi, son trac est si fort qu'elle n'imagine pas entrer en scène. Le concert est cependant un succès et Ernest Ansermet ne cesse de la féliciter. Clara passe la nuit à l'hôtel à répéter à sa compagne de chambre, n'est-ce pas, il est furieux, monsieur Ansermet. Elle ne mesure pas. Cette critique excessive envers elle-même, le trac paralysant avant d'entrer en scène et la maladie de Parkinson de son oncle Avram, qui refuse les soins qui ne sont pas prodigués par sa nièce, la conduisent à refuser et même à annuler des concerts et empêchent sa carrière de prendre son essor. Je fais cette biographie pour montrer que quel sacerdoce, une grande interprète comme tu viens d'un milieu populaire. Hein. On a écrit parfois que Clara Askill avait un jeu sobre, en avance sur son temps, entre guillemets, et que c'est pour cette raison qu'elle aurait été rejetée par le public parisien. Elle n'avait pas encore l'expressivité romantiste, je dirais plutôt que romantique, n'est-ce pas? Parce que le jeu de Chopin détestait, n'est-ce pas, les débordements. Oui, c'est tout. Il n'en est rien. Les critiques de l'époque et les quelques enregistrements des années 20-30 montrent tout au contraire une pianiste au jeu très virtuose, passionnée. Sa carrière piétine malgré le soutien de ses mécènes. En 24 à Bruxelles, son concert rencontre un vif succès. Mais elle ne sera pas réengagée avant 1930. Elle donne 2 concerts à Vienne où elle joue son cheval de bataille de l'époque, une œuvre à laquelle on ne l'identifie pas de nos jours, le 2e concerto de Rachmaninov. N'est-ce pas? C'est un immense succès, mais ce seront ses seules apparitions à Vienne. Madame Gélis, pardon, mais j'ai des notes qui ne résonnent plus, organise une tournée en Amérique du Nord et Clara Askill triomphe à New York. Éblouie par la prestation de cette jeune pianiste de 29 ans maintenant, le critique du Courrier musical de New York écrit le 13 novembre 24 un article très élogieux d'une grande sensibilité. Dire que mademoiselle Askill joue de toute son âme peut sembler ridiculement sentimental. Il n'y a cependant pas d'autre ni de meilleure expression. Elle semble être à la recherche de la signification purement intérieure et de plus en plus profonde des pensées et des sentiments trouvés dans l'esprit même du compositeur. On a de nouveau, on est en face du problème de l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Intérieur. Mais non, il faut être attentif aux notes qui sont devant moi quand même. Vous voyez comme c'est complexe la musique. Qu'est-ce qui est musical dans la musique? Qu'est-ce qui n'est pas seulement sonore, mais musical? Je pense à Rilke, qui écrit dans un admirable passage des sonnets à Orphée, dont il ne faut pas oublier qu'il a été inspiré par la mort d'une jeune fille, justement, n'est-ce pas, qui était partie pour être la plus grande danseuse de son temps. Danseuse russe, oui, c'est ça. En bonne russe, voilà, et qui est une maladie endocrinienne, on dirait, aujourd'hui, n'est-ce pas, s'est mise à grossir d'une manière pathologique et a dû interrompre la danse, mais qui a essayé de danser jusqu'au bout. Bref, pour expliquer pourquoi il se réfère au mythe d'Orphée qui a continué à chanter alors que les Ménades le lapidaient, n'est-ce pas? Donc, et pourquoi j'y pense là? Parce qu'il dit à ce moment donné, seul celui qui est le vassalier, je traduis en simultané, parmi les ombres, peut sentir et proclamer la louange infinie. Seul qui démord à manger le pavot
leur pavot ne perdra plus jamais, fût-ce le plus léger des sons. Oui, c'est parce qu'en fait, qu'il revient des enfers et qu'il Voilà. devient chant lui-même, en fait. Voilà, voilà. Donc, ce concert est un immense succès et Léopold Stokowski, vous voyez les grandes vedettes, la recommande à son agent. C'est Stokowski qui tient la baguette dans le film de Walt Disney Fantasia. Hein. Ce dernier est prêt à organiser une tournée à travers les États-Unis, tout de suite, la promotion, mais faute pour Clara Skil de posséder les $100 nécessaires aux frais de publicité, il y a une malédiction sur sa vie. $100. C'est pas 100 milliards. Hein. Une somme importante à l'époque, cette tournée ne se fera pas et elle ne reviendra aux États-Unis que 30 ans plus tard. Pour la musique de chambre, ses partenaires sont d'emblée enthousiasmés du dialogue qui s'instaure avec elle, à l'instar de, alors les plus grands dans leurs instruments, Pablo Casals, qui adore jouer en sa compagnie. Pablo Casals, vous savez, qui mourra en France, qui fondera le festival de Prades de l'autre côté des Pyrénées pour fuir le franquisme. En 1927, pour le centenaire de la mort de Beethoven, le grand violoniste belge Eugène Ysaÿe l'a choisi pour donner en 3 concerts les 10 sonates pour violon et piano du maître de Beethoven. Je recommande bien sûr dans le genre sonate pour piano et violon, essentiellement celle de Mozart et de Beethoven. Il faut l'avoir joué avec l'immense Arthur Grumiaux, autre membre illustre de l'école dite franco-belge de violon, n'est-ce pas? C'est des modèles du genre. Hein. Arthur Grumiaux, vous trouvez ça sur bien sûr YouTube. Arthur Grumiaux, Clara Askill. En 1920, je recommande en particulier une sonate de Mozart en mi mineur, la seule sonate pour piano et violon de Mozart qui soit en mineur, qui est un des sommets de l'œuvre de chambre de Mozart. La maison Gaveau lui propose de prendre en charge toute sa carrière à l'unique condition qu'elle ne joue que sur les pianos Gaveau. Comme elle n'aime pas ces instruments, elle refuse. Mais c'est une malédiction. Malgré les tentatives d'approche réitérées de la marque française, qui ainsi est conduite, finira par renoncer. Il ne faut pas négliger ces problèmes. Il faut se rappeler tout ce que Pleyel a fait pour que Chopin joue sur piano Pleyel, avec son prestige. Elle rencontre la princesse de Polignac, grande mécène des musiciens, n'est-ce pas, et dont Marie était un grand ami de Proust. Née Vinaretta Zinger, c'est les machines à coudre Zinger, vous voyez le... C'est pas l'argent qui manque, les singères. Zinger. Une des dernières grandes mécènes privées du XXe siècle. La princesse reconnaît en elle une grande musicienne et décide de l'aider, non pointant par sa fortune, son avarice est légendaire, mais qu'en mettant à sa disposition un de ses pianos dans son hôtel particulier de l'avenue Henri Martin. Vous voyez, dans le 16e, Henri Martin, il faut y aller, hein, Georges Mondel. Dans le Monopoly. Clara peut ainsi venir travailler autant qu'elle le désire et peu à peu se retrouve introduite dans les soirées musicales que donne la princesse en ses salons. Enfin, un peu de mondanité musicale. Je sais si ça compte à l'époque. L'élite de la création artistique se retrouve chez tante Winnie, comme l'appellent les habitués. Clara y rencontre, regardez, Stravinsky, Poulenc, Rubinstein, Horowitz. Mais Clara, qui est une timidité maladive, ne profitera jamais de ces rencontres, à l'exception de sa rencontre un soir de 1936. Vous devinez, vous le voyez venir, avec un jeune pianiste au talent immense. Dino Lipatti, pardon, excusez-moi, lui aussi roumain, instantanément, une amitié profonde s'installe entre eux que seule la mort de son ami, de Dino, en 1950, interrompra. Pas de chance. Ici, il faut penser à l'extraordinaire concert de Besançon, qui est le concert donné par Lipatti 3 semaines avant sa mort, où il n'y a que des œuvres courtes, jouées d'une manière miraculeuse. Les médecins lui ayant dit il ne faut pas jouer des œuvres trop longues. En 1938, elle crée pour lui sa symphonie concertante pour 2 pianos. Voilà. Donc, vous voyez, quelques contrats arrivent, quelques passages à la radio française où elle relève le défi d'apprendre en 8 jours le second concerto de Brahms. Croyez-moi, Brahms, tout est difficile dans Brahms, mais le second concerto en particulier. Une semaine plus tard, elle l'interprète en direct à la radio, une semaine plus tard. Hein, elle l'a appris en 8 jours. Une semaine plus tard, elle interprète en direct à la radio. Son talent commence à s'imposer, mais la guerre vient tout remettre en question. Au moment où ça commence, ça y est, à percer, n'est-ce pas?
Elle est de confession juive, doit se cacher. Grâce à sa sœur Jeanne, membre de l'Orchestre national de France, elle passe avec les musiciens en zone libre et d'une manière inespérée, elle est recueillie dans le manoir d'une autre protectrice des arts, la comtesse Lily Pastré. En effet, c'est grâce à l'instance de Jura Guller, une camarade de conservatoire, que Clara est hébergée dans la propriété de la comtesse à Montredon, déjà suroccupée par des exilés et des fugitifs. En 1942, sa santé se dégrade. Elle a de plus en plus de peine à lire, des maux de tête toujours plus violents l'assaillent, quasi quotidiennement. On diagnostique une tumeur du nerf optique. En plus de la scoliose et de la leucémie. On fait venir de Paris un disciple du premier grand neurochirurgien qui accepte de ne pas être payé pour son opération et ne demande qu'à être défrayé pour le voyage et les documents pour la zone libre. L'opération a lieu à Marseille. Elle dure 9 heures, sous anesthésie locale, même pas totale. Pendant toute la durée de l'intervention, afin de vérifier que rien de son cerveau n'est touché, Clara Steele joue sur la table d'opération le concerto Jeune homme de Mozart. Son concerto, comme elle le nomme. N'hésitez pas à écouter le concerto Jeune homme de Mozart par Clara Steele. En particulier, ce mouvement médian, ce mouvement-là où il y a une mélodie d'une simplicité miraculeuse, vous savez. Son concerto, comme elle le nomme, sa convalescence est rapide et étonnante. Pour fêter ce retour à la vie, un concert est organisé pour elle dans les jardins de Montredon. Elle joue le concerto en ré mineur, le plus célèbre de Mozart, n'est-ce pas? En 466, on en avait parlé, on avait remarqué que c'est la même tonalité, toujours sombre chez Mozart, toujours dramatique, celle du Requiem et celle de Don Giovanni, n'est-ce pas? Elle joue le concerto en ré mineur Köchel 466 de Mozart. Un compte-rendu d'Antoine Goléa, grand musicologue, évoque le beau absolu, osant s'opposer au mal et aux souffrances de la guerre, à propos d'elle. Comme elle peut être arrêtée à tout moment et qu'une fois déjà elle a pu être libérée d'une rafle organisée par la police française de Vichy, on la presse de se réfugier en Suisse, ce qu'elle refuse. Le même cercle d'amis et d'admirateurs qui en Suisse est occupé de récolter l'argent nécessaire à son opération s'affaire maintenant pour obtenir les papiers qui lui permettront d'être accueilli dans ce pays qui, dès ses débuts, l'avait reconnu. Après une ultime hésitation, quasiment sur le quai de la gare, elle monte seule dans le train pour la Suisse au début de novembre 1942. Elle arrive à Genève 24 heures plus tard. Le douanier qui vérifie ses papiers lui dit « C'est vous, mademoiselle Askill ». Le douanier, qui fait de la si belle musique. Son cercle d'amis l'a conduit dans le canton de Vaud où elle résidera jusqu'à sa mort. Malgré l'interdiction qui lui est faite de quitter le canton, elle obtient de pouvoir donner quelques concerts en Suisse romande. Vous savez que les relations de la Suisse avec le Troisième Reich étaient assez, au moins ambiguës. Je rappelle que lorsque Hitler a proposé ces Juifs, pas avant la solution finale, il a essayé de les exporter à l'extérieur, si je puis dire. Le gouvernement suisse a répondu un juif dessus, un juif de plus et nous coulons. Oui, je crois qu'il y a le livre de Jean Ziegler, Une Suisse au-dessus de tout soupçon. Voilà, je connais bien. Son cercle d'amis l'a conduit dans le canton de Vaud. Bon. Donc, la fidélité du public lui assurera les maigres revenus dont elle disposera pendant ces années de la fin de la guerre. Alors que ses vies étaient principalement faites de désillusions, de souffrances et de rendez-vous manqués avec une carrière qui s'annonce extrêmement brillante, Clara Steele a tenu bon et sa persévérance lui apporte enfin une reconnaissance éclatante. Dès la fin de la guerre, elle est invitée partout dans le monde. D'abord en Suisse, alors qu'elle était à l'agonie, où elle peut maintenant se déplacer librement. Elle joue à Genève, à Zurich, à la Chaux-de-Fonds, à Ascona, puis en Angleterre, où elle enregistre pour la BBC une série de sonates de Scarlatti qui connaissent un grand succès. En 1947, elle enregistre son premier disque commercial pour la film Decca, le 4e concerto de Beethoven avec Carlo Zecchi. Étant apatride, elle demande le changement de frontières de la nationalité à la fin de la guerre. Et elle obtient en 1949 la nationalité suisse, ce qui mettra fin à ses problèmes administratifs pour jouer dans certains pays. Pendant les 10 dernières années de sa vie, son agenda est surchargé de concerts et elle peut s'acheter un piano de la marque Steinway. Elle joue aux Pays-Bas, en Allemagne, après avoir hésité. Comment pardonner, pour l'interrogation, où elle est toujours très applaudie. Et en France, où l'on reconnaît enfin, malgré Cortot,
son talent exceptionnel. En 1956, elle est choisie par l'Orchestre Philharmonia et Herbert von Karajan pour une tournée européenne en hommage à Mozart, dont on célèbre le bicentenaire de la naissance. Un enregistrement public réalisé pendant les Mozartwoche à Salzbourg, les semaines mozartiennes. En garde, le témoignage a été publié par le Festival de Salzbourg sur disque compact. Elle part ensuite en tournée aux États-Unis, limitée toutefois à Boston et à New York. Boston avait le meilleur orchestre philharmonique des États-Unis à l'époque, où elle donne 4 concerts avec Charles Munch, qui malgré son nom, c'est pas Karl Munch, hein, c'est Charles Munch qui est bien français. Et qui Et montait Debussy. Interprète, exactement. Et Paul paraît et reçoit des ovations debout. Là, comme partout, on reprend la formule parue quelques années auparavant dans un journal viennois. Clara Skil a été envoyée sur Terre pour jouer Mozart. Telle une comète, la pianiste illumine le ciel nord-américain, mais ne reviendra plus. La santé fragile de l'artiste fait peur aux impresarios américains. Ils prennent des garanties. Voilà. Alors, je termine, pardon, c'est un peu long, mais ça résume tellement ce que... Pour devenir une grande interprète, il ne faut pas croire que, n'est-ce pas, que c'est uniquement une question de partition. La grande dame de la musique, comme on la surnomme maintenant, doit faire face aux exigences d'une carrière qui effraie et épuise de plus jeune qu'elle. Entre 57 et 58, elle frôle la mort par 2 fois et elle est obligée de quitter la vie musicale momentanément. Elle s'estime alors en sursis, mais elle remonte sur scène, reprend les séances d'enregistrement, dont quelques-unes laissent par pantois les producteurs et les ingénieurs du son. Certains mouvements d'œuvre ne nécessitent qu'une seule prise. Vous savez, en général, dès qu'il y a un petit accrochage, un petit problème, on refait. Vous ne voulez pas le refaire, comme au cinéma, first take, second take, n'est-ce pas? Ne nécessite qu'une seule prise, tant son jeu parvient à une chaleureuse perfection. C'est ainsi qu'entre 56 et 58, pour la firme Philips, elle enregistre avec le violoniste Arthur Grumio les sonates de Mozart que je vous recommandais tout à l'heure pour piano et violon, ainsi que l'intégrale des sonates pour piano et violon de Beethoven. Dans une lettre à sa femme datée du 26 juin 53, Arthur Grumio écrit « Mon premier concert, celui avec Clara Skil, se trouvera une photo ci-jointe, fut, paraît-il, magnifique. J'ai eu la plus grande joie de jouer avec cette artiste magnifique, grande musicienne et d'une modestie que beaucoup feraient bien d'imiter. » Arthur Grumio l'avait rencontré au festival Pablo Casals et cette rencontre avait été le point de départ de leur tournée de concerts et leurs enregistrements. Voilà, alors je termine, tous les témoignages concordent, il y avait un contraste extraordinaire entre son apparition sur scène déformée par la scoliose et la maladie et son jeu. S'avançant à pas lents jusqu'au piano, elle semblait une femme d'une fragilité extrême, très vieille, bossue du fait de l'aggravation de la scoliose. Le public retenait son souffle et se demandait si elle arriverait au piano. Puis, dès que ses doigts entraient en contact avec le clavier, l'auditoire était immédiatement subjugué. L'affaiblissement de ses forces physiques la contraignit à amenuiser la dynamique sonore de son jeu, qui maintenant s'épanouissait de la nuance triple piano au simple forté. Elle rejoignit en cela les moyens sonores d'un Chopin, dont elle fut une trop rare et géniale interprète. En se rendant à Bruxelles en 1960 pour y retrouver Arthur Grumio, elle chute dans les escaliers de la gare du Midi et après avoir été transportée d'hôpitaux en clinique, elle décède le 7 décembre. Elle est enterrée au cimetière du Montparnasse à Paris, près de ses 2 sœurs. La caméra, rien que ça. Oui. Après la chute dans l'escalier, c'est la chute de la caméra. Je pensais ou j'espérais que tu allais montrer la référence du livre. Oh, j'ai trouvé ça dans les biographies. Hein. Oui. Donc, voilà, non, mais les références, il faut l'écouter jouer. En particulier, moi, si j'avais à faire une hyper sélection, je dirais le fameux concerto Jeune homme de Mozart, n'importe quelle œuvre de Mozart au piano solo d'abord, les sonates, c'est absolument miraculeux. On a l'impression qu'on les connaît par cœur et on redécouvre. Je ne vais pas m'attarder sur un toucher, c'est tellement difficile à définir. Donc, le Mozart, en particulier le concerto Jeune homme, et l'ultime sonate de Schubert. Et Dieu sait si c'est une des œuvres les mieux servies au disque, les plus grands interprètes, comme on pense que des Richter, des Claudio Arrau, Brandel, bien sûr. Brandel, qui n'a pas joué. Il faut voir ce qu'elle en fait. Voilà.
Et comme par hasard, j'ai cité quand même deux grands Viennois, hein, Mozart et Schubert, parmi, Mm. parmi les styles les plus difficiles à restituer, quoi. Voilà pourquoi. Donc, après cette longue illustration par la singularité, je vois le cadrage là, oui. Ça va mieux, oui. Non, non, Là, c'est bien, là, c'est bien. Parfait, parfait. c'est bon là? Bon. Parce que j'ai pas de recul, ok. C'est parce que je préférais me concentrer sur une seule interprète que de faire une espèce de compile des grands interprètes. Mm. Ceci dit, je ne vais pas maintenant faire la biographie des autres, loin de là, mais je dois dire que ce qui m'a donné l'idée de faire un numéro sur la notion d'interprétation, en particulier dans le répertoire classique, c'est quelques petites anecdotes que je précise maintenant et qui permettent, une fois encore, de nucléer les problèmes. Cette fois pour les conclure plutôt que pour les ouvrir. Je pense à Furtwängler, qui dit dans ses entretiens avec Abendroth, entretien sur la musique, ça s'appelle, on les trouve au Seuil, qui trouve, dans ses entretiens sur la musique, dit un journaliste m'a demandé une fois, un journaliste musical, qu'est-ce que vous faites avec votre main gauche? La main droite, elle bat la mesure, c'est clair. Et votre main gauche, vous faites quoi avec? Et Furtwängler, qui à ce moment-là, après 60 ans, répond, je me suis aperçu que je me posais la question. Attendez, je n'ai pas encore posé le problème. Je dis, voilà une conception de l'interprétation. Autrement dit, il y a une part de spontanéité, non prémédité, n'est-ce pas, le dernier moment. Parce que Furtwängler disait, comment voulez-vous que je joue? Moi-même, je ne joue pas la même œuvre de la même manière, selon l'acoustique de la salle, l'humeur du moment, la réceptivité du public, bref. Je prends maintenant l'antithèse. Stravinsky, très objectiviste au contraire, n'est-ce pas? Donc, qui disait quelque part, je demande à l'interprète d'exécuter ce que j'ai écrit, le reste je m'en charge. Vous voyez, là, le problème de la polarité de l'interprétation est posé. Parce que c'est bien joli. Moi, je veux bien que Stravinsky ait raison, après tout. Si c'est bien écrit, il n'y a rien à rajouter. Mais si je fais et que c'est ça qui est écrit, et si je le fais bien un peu plus vite, tout ça n'est pas précisé. Ou alors il faudrait millimétrer à chaque fois en disant le tempo à 182, c'est infaisable. On voit bien. Le même interprète ne joue pas la même œuvre au même tempo selon les différentes versions. Donc déjà ici, le problème est assez bien posé. Maintenant, le problème de l'autre anecdote, c'est plus qu'une anecdote, c'est un témoignage. C'est le fameux témoignage de Glenn Gould, pardon, en faveur de Richter, de Sviatoslav Richter, du pianiste soviétique Richter. On ne peut pas faire plus opposé comme style. Hein. Gould étant plutôt staccato, lui, il n'aurait pas fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est très apprécié chez les musiciens de jazz, par exemple, parce qu'il détache l'élément rythmique. Bon. Exactement l'inverse d'un Richter qui joue le clavier bien tempéré, on a l'impression que c'est Chopin en train de jouer Bach. C'est extraordinaire, quoi, avec des legatos et un sens mélodique ahurissant. Or, qu'est-ce qu'il dit et là, c'est important pour notre incursion dans le problème de l'interprétation. Il dit une chose très, très, très intéressante et Gould est très exhaustif surtout. Il dit il y a deux sortes d'interprètes, en général, pas seulement au piano. Il y a ceux qui mettent en valeur l'instrument. On a fait allusion à Liszt tout à l'heure. Sans doute, je ne parle que de deux dont on a malheureusement par l'enregistrement, Paganini au violon, dont tout le monde disait, on croyait que c'est le diable. Et Paganini disait qu'il était capable, si on le défiait, de jouer un opéra avec un violon avec une seule corde. Bon, faire ce qu'il voulait. De toute façon, quand on écoute et je le recommande, les caprices
de Paganini. Mhm. On voit jusqu'où peut aller la virtuosité violonistique. Ça semble infaisable. Donc, il y a ceux qui mettent en valeur l'instrument. On pense à des interprètes démoniques, un peu comme Horowitz. On voit bien ici Horowitz, quoi qu'il joue, y compris une petite marche militaire, on est stupéfié. Quoi, je veux dire. On est surpris à chaque instant, presque. Et alors que quand on regarde de près, il est d'une extraordinaire rigueur par rapport à la partition, soit en passant au niveau des tempi et des nuances. Donc, il dit, et puis, il y a ceux qui, laissant de côté l'instrument, essayent de mettre en relation directe le compositeur et l'auditeur. Le plus grand de ceux-là vivant, dit-il, c'est M. Sviatoslav Richter. Et il donne un exemple. Il dit, ici, j'ai un aveu difficile à vous faire. Il dit, je n'aime pas Schubert. Alors, un des plus grands pianistes du siècle qui vous dit, je n'aime pas Schubert, effectivement, c'est un aveu difficile à faire. Il dit, j'ai toujours pensé qu'il y avait chez lui des redites, des répétitions, des longueurs, manque d'invention harmonique, des mièvreries, enfin, tout ce qu'on peut dire sur un Schubert vu de très loin. Jusqu'à ce que je l'écoute à Sviatoslav Richter. Il était en train d'exécuter, et là je reviens à la sonate pour laquelle je recommandais Clara Askill, son ultime sonate, la D960, si vous voulez, référence sonate en si bémol, dernière sonate. Et il dit, vous la connaissez, elle est épouvantablement longue. Déjà, il trouvait qu'il y avait des longueurs dans Schubert, et là, il prend une sonate longue. Son premier mouvement, qu'il dit, est un des plus longs mouvements de forme sonate de toute l'histoire de la musique. Et en plus, il attaque sur un tempo désespérément lent. Autrement dit, s'il n'avait pas peur de déranger le public, il se serait levé, il serait parti. Je n'ai pas pu décrocher une seconde. J'étais dans un état d'hypnose et j'ai compris le génie de Schubert, que ces répétitions, c'est de l'ordre de l'hypnose. C'est là qu'on voit les différences d'interprète entre celui qui met en valeur l'instrument et celui qui met l'auditeur directement en relation avec le compositeur. C'est plus l'interprétation, c'est l'herméneutique quasiment. C'est Hermès Musagète, voilà. celui qui fait le lien côté orphique. Quoi qu'on dise dans les milieux lacaniens sur l'impossibilité de l'identification à l'autre, n'est-ce pas? Lacan prend l'exemple d'Edgar Poe, prenant l'exemple dans la lettre volée dans quelle main j'ai la pièce, vous savez, là, parce qu'il faut chaque fois se dire, tiens, il l'a mise dans la main gauche, donc maintenant je vais dire la main droite. Et Lacan montre que c'est toujours sur un mode imaginaire, ce qui n'est pas tout à fait idiot, qu'on essaie de s'identifier à la pensée de l'autre qui lui fait pareil, et donc, bon. Mais on voit quand même, grâce à cet exemple de Richter cité par Gould, qu'il y a quand même un universel. Ouais. Qu'on peut sortir de la bulle dans laquelle le capital voudrait enfermer chacun des individus que nous sommes, pas en ruinant tout collectivisme intersubjectif. Je ne parle pas de l'intersubjectivité, n'est-ce pas, des états d'âme, je parle de l'intersubjectivité réelle de la communication sur un contenu déterminé. Oui, parce que tu as parlé d'émergence de l'individu quand on sort de la polyphonie et l'interprétation, effectivement, le même d'interprète, mais il y a aussi l'universel qui reste là. En fait. Voilà. Bon, il y a aussi la compréhension. L'interprétation peut. Et je suis content que tu dises ça parce que tu anticipes sur la conclusion que je voudrais faire. C'est l'incroyable dialectique qui apparaît, qui ne pouvait pas apparaître avant cette crise qu'est la modernité. Non pas un moment où l'on voit la crise de la modernité, mais la modernité est une crise. Être moderne, c'est tout d'un coup se poser des problèmes et des questions que pendant des millénaires on a évité parce que la religion faisait en sorte que les réponses précédaient les questions. C'est là qu'on voit l'importance. Pardon, j'ai l'air de faire un détour, mais par Feuerbach et Marx quand même. C'est là qu'on voit l'importance. Parce qu'on est tellement habitué maintenant, on fait comme si le fait religieux s'était réglé, on s'était émancipé, je n'en suis pas sûr. Je vois un retour terrible du religieux sous des formes déguisées, sous la forme d'un certain écologisme, sous la forme d'un intelligent design, comme on voudra, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a multiples manières, sous la forme d'une haine de l'homme et d'une diabolisation de l'homme et divinisation de la nature, n'est-ce pas? Et donc,
je fais ce détour pour rappeler que cette espèce d'orphelinat ontologique en lequel consiste la modernité, c'est l'émergence tout d'un coup de vous, de moi, de chacun, pas comme si tout d'un coup on se sentait responsable d'un monde qui n'avait pas été fait pour nous, prévu pour nous, organisé pour nous, mais dans lequel qu'il fallait rendre habitable et collectivement. C'est ça l'émergence de la modernité. Or, le paradoxe, c'est que c'est au moment où cette conscience apparaît que une possibilité d'individuation surgit comme jamais, parce qu'il y a les moyens de s'individualiser. Une femme dans un village de l'Afrique traditionnelle ne peut pas s'individualiser. Elle ne peut pas décider d'être une marginale, une hippie, etc. Elle ne va pas tenir 24 heures dans le village. Je dirais même qu'une femme tout à fait normale, entre guillemets, c'est-à-dire soumise, n'est-ce pas, à tous les protocoles traditionnels de son peuple, de son ethnie, de son village, mais qui simplement n'a que des filles et pas des garçons, commence déjà à avoir une vie très difficile. Elle subit les lazzi, je ne parle pas des hommes, mais surtout des femmes, des autres femmes. Là, tu n'es pas capable de faire des garçons. Je le dis pour mettre en place un certain féminisme bourgeois que j'oppose ici au vrai féminisme. Et, et si en plus, non seulement elle n'a que des filles, mais qu'elle n'a pas d'enfants du tout, autrement dit, on va dire dans le village qu'elle est stérile, ce qui est, parce qu'on ne se pose jamais la question de savoir si ça vient du mari. Hein. Ça ne peut venir que de la femme. Si elle est stérile, alors là, carrément, il vaut mieux lui conseiller de quitter le village parce que ou alors qu'elle se suicide. C'est invivable. Je suis en train de dire quoi? Qu'il faut avoir les moyens de l'individuation. Parce que j'ai discuté avec des gens de la tradition là-bas, de l'oralité. Il dit, mais pourquoi c'est si important pour vous d'avoir des garçons plutôt que des filles? Elle dit, parce que si un garçon, je vais manger quand je serai vieille. On a tellement oublié ces choses-là, parce qu'on n'est plus dans la ruralité, dans la survie, dans le vivrier. Il faut avoir vu la saison sèche commencer dans le Sahel, c'est-à-dire lever les yeux vers le ciel et se dire, voilà, nous sommes en novembre, jusque début juin, il n'y aura pas une goutte de pluie. C'est inouï à réaliser. Inouï. Bon. Donc les derniers mois sont très durs, ce qu'on appelle les moments de la soudure, n'est-ce pas, entre est-ce qu'il reste des provisions de la précédente récolte, sinon c'est la famine. Bon. Quand on en est là, il est évident que le garçon, celui qui peut émigrer, aller dans la riche Côte d'Ivoire au sud où il pleut, où c'est arrosé, louer ses bras et ses jambes comme ouvrier agricole dans les plantations de café et de cacao, d'où les tensions qu'il y a entre les immigrés, n'est-ce pas, burkinabés, hein, sahéliens, maliens, mais essentiellement burkinabés, puisque le chef de l'État ivoirien actuellement est d'origine burkinabé, vétéran. Donc, c'est là qu'on voit les vrais problèmes. Et l'individu, au sens concret économique, ne peut apparaître que lorsqu'elle est moyen pour l'individu de pouvoir s'isoler. C'est qu'il y a une société assez riche pour qu'un individu, vous voyez, on avait dans une des premiers numéros de Musicosophie, j'avais parlé du surgissement du piano dans les foyers. Comme par hasard, au début de l'expansion de la bourgeoisie, de la classe d'avant-garde de l'époque. L'appartement tel qu'on le connaît maintenant, avec salon, chambre, cuisine, tout ça séparé, est très tardif. Il faut attendre la fin 19e, en gros, pour que ça prenne forme. Avoir un piano, ce que j'avais appelé la chénifie de l'époque, parce qu'avec un piano, on peut reconstituer un orchestre, un opéra, tout ce qu'on veut, on peut intérioriser, au sens propre, intramuros, dans les murs même de l'appartement, ce qui jusqu'ici nécessitait qu'on assiste à un spectacle à l'extérieur, à la cour ou au concert. Donc l'individuation dans tous les sens, hein, et c'est pourquoi je fais ce long détour sur la dialectique entre ces moments où il y a je pense à Not en allemand, détresse, je ne sais pas comment dire. Quoi. Misère, détresse, oui. Oui, c'est ça. Misère morale, misère matérielle, l'une étant l'effet de l'autre, n'est-ce pas
commune, collective, provoquée par la modernité, par l'orphelinat dont je parlais tout à l'heure à titre métaphorique, hein, je veux dire. Ça, c'est l'universel, concret cette fois, pas l'universel au sens où il y a la voiture en général et cette Peugeot en particulier. Ça c'est du général abstrait, c'est pas. C'est sur fond d'universalité, de tragédie de la modernité, je ne suis pas en train de vouloir faire pleurer les chaumières, au contraire, qui ouvre la porte à des possibilités de bonheur qui n'existaient pas. Et je reviens à cette phrase que je ressasse de Saint-Just, qui est-ce un hasard, coïncide chronologiquement avec le début de l'expansion de cette bourgeoisie, au moment où elle va prendre le pouvoir en Europe, que le bonheur est une idée neuve en Europe. Eh ben, l'interprétation joue sur cette dialectique. Elle permet, et c'est un luxe que nous avons, de trouver d'excellentes interprétations malgré leurs différences énormes. Un Claudio Arrau prend souvent des tempos très lents et un son extrêmement ample, creusé au fond du clavier. D'accord ? Là où d'autres vont à peine, au contraire, frôler le clavier ou avoir un toucher beaucoup plus délicat. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut faire des chefs-d'œuvre dans les deux cas. C'est là qu'on voit que l'universel, il ne faut pas être idéaliste, n'existe au sens vraiment matériel du terme à chaque fois que d'une manière déterminée, avec une différence déterminée. Réaliser, exécuter, développer, au sens même difficult, hein, comme dirait. Et peut-être simplement réaliser, mais dans tous les sens du terme, exactement, et je terminerai sur cette métaphore musicale, comme à l'âge baroque, on disait réaliser une basse chiffrée. Parce que tant qu'elle est chiffrée, tant que je vois marqué 5-8, n'est-ce pas, sur la partition, elle n'existe pas, c'est une essence, ce n'est pas une existence. C'est comme AX2 plus BX plus C, il n'y a aucun corps qui se propage avec cette équation susceptible de rendre compte de sa courbe. Par contre, si je dis 4x2 plus 9x plus 5, oui, s'il faut des paramètres déterminés qui fait que c'est singulier, eh bien, les exécutions musicales et les interprétations surtout, nous baignons dans le luxe d'avoir un Toscanini et un Furtwängler. Je prends deux chefs d'orchestre extrêmement différents, un Furtwängler, comme on a vu tout à l'heure, et un Stravinsky et un Schoenberg. Ou comme tu disais, un Richter et un Gould. Avec un Gould qui sait comprendre son... Exactement, voilà. Donc, son antipode. Et c'est pour ça, ce sera mon dernier mot, c'est que quelque part, il y a un genre musical qui fait une synthèse inespérée, je dirais presque miraculeuse au double sens de merveille et d'exception statistique. C'est le jazz. Précisément parce que alors là, il y a un niveau d'individuation sur des saucissons, on dit en jazz, en argot du jazz français. Saucisson, c'est un standard qu'on a entendu 10 000 fois, n'est-ce pas? Je sais pas, moi, Summertime, quelque chose que tout le monde connaît. Over the Rainbow, comme j'ai esquissé tout à l'heure, n'est-ce pas? Et voilà. Au Blue Moon, hein. Bon. Comment peut-on encore surprendre un public avec des thèmes aussi ressassés? Le jazz arrive à le faire. Et c'est ce qu'on appelle les standards. Presque par antiphrase. Comment peut-on recevoir un coup de poing dans l'estomac auriculaire, si je puis dire, n'est-ce pas, dans l'oreille interne, et donc dans l'âme, avec une chose qu'on croyait en avoir fait le tour et qu'il n'y avait plus rien qui pouvait nous y surprendre. Voilà. Donc, miracle du jazz, précisément, parce qu'il passe son temps à se propager entre l'improvisation et l'arrangement. Ce sera ma conclusion. Je la disais, je me permets de me citer, je disais à mes élèves à l'école de musique au Niger, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Voilà. Super. Voilà, on terminera là-dessus et la semaine prochaine. Et voilà, merci au public et j'espère qu'il se précipitera sur les interprétations de Clara Askill. Qu'il voudra. Semaine bien remplie. Ouais. Merci Merci Dominique. Émeric.